7 juin 2021, 7 juillet 2024, cela fait 3 ans que le colonel Assimi Goïta a accédé à la présidence de la transition au Mali. Nous consacrons un reportage aux réalisations dans les secteurs de la sécurité et de la défense dans ce journal avec Moussa Kouni. Nous sommes vendredi, jour de prière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sermon du vendredi, un moment où, avant la prière, l'imam sensibilise les croyants sur les bonnes pratiques de la religion. Cheikh Amadou Diarra, qui a suivi le sermon dans une mosquée, va nous donner des explications. On en parle également dans ces 12 heures, l'une des pratiques qui a tendance à disparaître. Il s'agit de manger à la main dans une même tasse. Si ça consolidait les liens familiaux, il rassemblait la famille. De nos jours, il perd toute sa valeur. Sama Sanogo s'est intéressé au sujet. Et pour la synthèse de l'actualité internationale, nous recevons Kadi Traoré. Kadi, bonjour. Bonjour Kumba. Alors, qu'est-ce qui domine le monde aujourd'hui? Nous commençons au Sénégal où les proches des victimes des manifestations contre l'ex-président Macky Sall réclament justice. En RDC débute aujourd'hui le procès de 53 participants présumés au coup de force du 19 mai. Au Gabon, il y a confusion autour de la défense de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Pour terminer, en Afrique du Sud, l'ANC veut renforcer un gouvernement d'union nationale. Merci Kadi et à tout à l'heure. En sport, les Aigles du Mali sont tombés hier soir au stade du 26 mars après une défaite 1-0 contre les Black Stars du Ghana. Les points avec Souri Ibrahim Traoré en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Aïssata Adit Koumbakane, mise en onde Malik Kansaï. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal par cette nouvelle. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a visité hier le complexe agro-industriel de la société Sidou Diabo Awa. L'unité industrielle va fournir aux Maliens et pour très bientôt de l'huile végétale alimentaire, de l'aliment bétail, des bidons plastiques et du savon ou encore du beurre de qualité. Coût de l'investissement, plus de 14 milliards de francs CFA. L'initiative est de l'ancien capitaine des Aigles, Seydou Keita, qui veut ainsi participer au développement de son pays à travers ces complexes qui va créer au moins 400 emplois directs permanents. Je le disais, 3 ans, jour pour jour, 7 juin 2021, 7 juin 2024. Cela fait 3 ans que le colonel Assimi Goïta a accédé à la présidence de la transition au Mali. Depuis son accession, il s'est engagé dans une lutte sans relâche contre le terrorisme visant à recouvrer le territoire national et à rétablir la paix. Ce reportage revient sur les succès enregistrés par les FAMA durant ces 3 dernières années, depuis l'acquisition d'équipements militaires à la reconquête du territoire national jusqu'à la neutralisation des terroristes les plus redoutés, dont Abu Ideifa alias Hugo, figure de proue de la menace terroriste dans la région depuis 2012. Les récits avec Moussa Kouni. Au chapitre du renforcement des capacités militaires, dès les premiers mois de sa présidence, le colonel Assimi Goïta a concentré ses efforts sur le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Des investissements massifs ont été réalisés dans l'achat d'équipements modernes et dans la formation des soldats afin de mieux faire face aux défis sécuritaires du pays. Au chapitre de la sécurisation du territoire national, avec une armée mieux équipée et formée, le président de la transition a lancé des opérations de sécurisation à travers tous les territoires maliens. Des progrès significatifs ont été réalisés, notamment avec la reprise de Kidal le 14 novembre 2023, longtemps sous le contrôle des groupes terroristes. Cette victoire symbolique a renforcé la détermination du colonel Assimi Goïta dans la lutte contre le terrorisme. Au chapitre de la traque des terroristes, parmi les nombreux défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté, la neutralisation des terroristes les plus recherchés reste une priorité absolue. Abou Ndeifa alias Hugo, figure emblématique du terrorisme dans la région depuis 2012, était au sommet de la liste des cibles. Grâce à une coopération étroite avec les forces de sécurité internationales et à une stratégie de renseignement efficace, l'armée du colonel Assimi Goïta a réussi à neutraliser Abou Ndeifa alias Hugo, infligeant ainsi un coup majeur au groupe terroriste opérant au Mali. En somme, 3 années se sont écoulées depuis l'accession du colonel Assimi Goïta à la présidence de la transition au Mali. Durant cette période, il a fait preuve d'un leadership ferme dans la lutte contre le terrorisme,
de l'achat des équipements militaires à la sécurisation du territoire national et à la neutralisation des terroristes les plus redoutés. Bien que les défis persistent, le Mali progresse sur la voie de la stabilité et de la sécurité sous la direction du colonel Assimi Goïta. Je le disais au sommaire, comme à l'accoutumée, chaque vendredi, les musulmans convergent vers la mosquée pour la grande prière. Mais avant cette prière, les croyants observent un moment de prêche. Il s'agit plus précisément du sermon du vendredi. C'est une prédication à la cour duquel l'imam sensibilise les croyants sur les bonnes pratiques. Cheikh Amadou Diarra a suivi les prêches dans une mosquée. Suivons ensemble. Il est 12 heures passées d'une vingtaine de minutes lorsque l'imam Gaussou Dramé, bien habillé d'un basin blanc, se tient debout sur le pupitre dans une mosquée de la place Alafiabougou. Il est face à une centaine de croyants, tous venus pour assister au sermon du jour et à la prière. Il nous explique le sens du sermon du vendredi. Il arrive que la plupart d'entre nous n'ont pas le temps pour écouter les sermons ou d'assister à un prêche. Pendant le Juma, beaucoup de personnes s'habillent bien pour venir à la mosquée. Donc, le sermon permet de sensibiliser en véhiculant le bon message. Cela pour éviter les mauvaises pratiques dans l'islam. Le sermon du vendredi est un moment opportun pour les imams de prêcher sur les thèmes d'actualité. Et c'est le Hajj qui est à l'ordre du jour. Adama Kanouté l'a suivi avec intérêt. Et d'habitude, les gens qui ont les moyens de faire les Hajj, leur priorité d'abord c'est d'envoyer les parents. Mais d'après les explications de l'imam, la priorité c'est les propriétaires de l'argent même. Avant d'envoyer les parents ou bien les personnes âgées, donc la priorité doit être donnée à la personne même d'aller effectuer les Hajj. Le trentenaire tient un bâton dont il est de coutume pour les imams de tenir lors du sermon. Et selon l'imam Gaussou, le fait de tenir le bâton pendant le sermon n'est pas une obligation. Ce n'est pas imposé à l'imam de tenir un bâton dans sa main. Souvent, l'imam ne tient pas le bâton. On ne doit rien faire dans l'islam sans preuve concrète. Autrefois, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tenait un bâton lors du sermon du vendredi. Parfois aussi, il ne le tenait pas. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Tout dépend de la circonstance. Le sermon du vendredi permet aux musulmans de s'imprégner des recommandations de l'islam. Merci Cheikh Amadou Diarra de la mosquée. Nous irons à la maison pour manger et aussi dans la même tasse. Oui, c'est une pratique qui a fort longtemps existé chez nous au Mali. Il était de coutume que les membres d'une famille s'y retrouvent tous ensemble pour manger dans la même tasse. Non seulement ça consolide le lien familial, mais également ça rassemble surtout les membres de la famille. Malgré ces bienfaits, la pratique disparaît de jour en jour dans notre société. Sama Sanogo s'est intéressé au sujet. Manger avec la main dans la même tasse, cette pratique consolide la cohésion sociale, la fraternité entre les membres de la même famille selon les interlocuteurs. Beaucoup estiment que c'est une pratique qui renforce nos valeurs sociétales. Mamadou Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté familiale, pour pouvoir manger à sa faim. Donc on devrait être ensemble, travailler ensemble. Donc on dit que ça donnait beaucoup plus de force et ça rassurait davantage. À Bamako, dans la capitale et dans certaines capitales régionales, on a des exemples de familles encore réunies et ils mangent dans le même plat. Et parce que, d'après la tradition, en tout cas c'est là où il y a la baraka, c'est là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a l'entente, c'est là où il y a le signe de la cohésion. Donc autour des valeurs de la famille, autour de l'unité familiale qui fait la force et puis aussi qui fait le charme du vivre ensemble. Donc ça n'a pas disparu complètement, mais ça a tendance à s'affaiblir. Le sociologue s'appuie sur plusieurs facteurs pour expliquer la disparition de cette pratique dans notre société. Une valeur pourtant à pérenniser à tout prix. Ousmane Diallo, sociologue. C'est la nature de la vie actuellement, parce qu'auparavant, l'agenda des gens était calibré dans les milieux ruraux. Donc les heures sont ponctuées. On mange ensemble le matin avant de partir dans les champs. Et à la pause, les gens mangent ensemble. La nuit, les gens mangent ensemble. Au fur et à mesure, le milieu urbain, les gens n'ont pas les mêmes agendas. Et les gens n'ont pas les mêmes préoccupations. Ça fait que le matin, les gens mangent vite fait et la nature même de la nourriture. Mais ce qu'on peut préconiser aujourd'hui pour que
cette valeur revienne, cet outil de cohésion sociale revienne dans nos familles, c'est de l'organiser autour du dîner. Parce qu'au moins, on sait qu'au dîner, personne ne travaille et tout le monde est là. Manger à la main, une pratique ancestrale qui est diversement appréciée par la population. Que ce soit avec la main ou une cuillère, le plus important, c'est de s'assurer de manger soigneusement car on le dit, le ventre ne se lave pas. Merci Samba Sanogo, c'est bien compris. Alors, c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Kadi Traoré. Kadi, bonjour. Bonjour Kumba. Alors nous commençons par le Sénégal où les proches des victimes des manifestations contre l'ex-président Macky Sall réclament justice. Les familles de ceux qui ont perdu la vie ou ont été injustement emprisonnés au cours des manifestations de l'opposition ces 3 dernières années réclament justice. 650 personnes, c'est le nombre du collectif des victimes du régime de Macky Sall. Ces personnes demandent aux autorités judiciaires d'émettre un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. En RDC, ouverture du procès des 53 participants présumés au coup de force du 19 mai. Près de 3 semaines après le coup d'État, le jugement des auteurs présumés de cette attaque débute aujourd'hui. Ils sont au nombre de 53 prévenus, tous poursuivis pour les mêmes charges. Attentats, terrorisme, détention illégale d'armes, de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Ils doivent comparaître devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Kadi, au Gabon, confusion autour de la défense de l'ancien directeur du cabinet d'Ali Bongo. La confusion se poursuit autour du procès de Brice Lacruche. L'ancien directeur de cabinet de l'ex-président Ali Bongo est jugé devant la cour criminelle spéciale pour détournement de fonds publics et blanchissement au sujet de prestations comptables à la présidence. Or, ces 5 avocats ont décidé de boycotter les audiences qu'ils jugeaient déséquilibrées et partiales. Le juge a donc demandé qu'on nomme un avocat commis d'office pour remplacer l'un d'entre eux, créant la confusion autour de ce procès. Et nous terminons par l'Afrique du Sud où l'ANC veut former un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale serait la meilleure option pour que le pays aille de l'avant, a déclaré le président Cyril Ramaphosa à l'issue d'une journée de débat au sein du comité exécutif de l'ANC. Cette position fait consensus, a précisé le chef de l'État, mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant convaincre l'opposition du bien fondé de cette unité recherchée. Après les rumeurs de division, l'ANC a voulu démontrer que le parti était uni autour de cette décision. Le président Cyril Ramaphosa appelle le pays tout entier à travailler ensemble. Merci Kadi Traoré pour toutes ces informations. Retour ici au Mali pour parler de la santé. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine. Elle se manifeste par des signes divers. La drépanocytose impose des règles d'hygiène qui permettent de prévenir les complications. Une prise en précoce permet de vivre avec la maladie et permet d'éviter des complications liées à la maladie, nous dit Sabine Keita. Pendant 4 jours de travaux, le consortium panafricain de lutte contre la drépanocytose a tenu sa 11e rencontre au Mali, initiée par le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et ses partenaires. Le consortium Saïkol in Africa vise à faciliter la recherche et les soins de santé dans la lutte contre la drépanocytose. Professeur Arjuma Guino, directeur général CRLD. Le Mali ayant appliqué ou compétit au nom du Centre de recherche de lutte contre la drépanocytose, s'est retrouvé sélectionné parmi tant d'autres pays. Nous sommes aujourd'hui le seul pays francophone membre de ce consortium et ce consortium a pour objectif de réfléchir et de concevoir les stratégies les meilleures en matière de lutte contre la drépanocytose. Les 60 participants venus de 10 pays ont discuté de 3 stratégies efficaces lors des panels, dont le dépistage précoce pour renforcer la lutte contre la maladie en Afrique. Professeur Lyon Kilolo, président REDAC. On a parlé des registres des malades drépanocytaires. Et l'ensemble de ces registres constitue un outil important, pas seulement pour les pays qui font partie du consortium, mais aussi pour la communauté internationale. Le deuxième jour, nous avons discuté sur un point important, c'est la malaria. Les drépanocytaires malades sont malheureusement aussi
victimes facilement de la malaria. Nous avons discuté aussi de ce que l'OMS recommande, le dépistage néonatal. C'est le premier pas qu'il faut faire pour pouvoir soigner à temps les malades. Et alors nous avons discuté d'un autre point, c'est la possibilité de leur donner des médicaments comme la pénicilline. Les travaux ont particulièrement mis l'accent sur l'implication de l'État pour faciliter la lutte contre la drépanocytose. Professeur Ambroise Hockham, directeur du département de médecine génétique, Johns Hopkins University, USA. C'est de faire en sorte que le sujet vivant avec la drépanocytose vive en santé et vive longtemps comme n'importe quel membre de la population générale. Il faut que les chercheurs trouvent des nouveaux modes préventifs, thérapeutiques. Mais nous savons que la recherche ne suffira pas. Il faut des implications des autorités. En marge de cette rencontre, des prix de reconnaissance ont été décernés à certains médecins et patients drépanocytaires qui se sont distingués au cours de ces 4 jours de consortium. La prochaine rencontre est prévue à Washington, aux USA. La santé rime avec le sport. L'actualité sportive, c'est juste après ça. Sport, basketball, la 13e journée du championnat national de la première division démarre demain. Et en football, les Aigles du Mali sont tombés hier soir au stade du 26 mars après une défaite de 1-2 contre les Black Stars du Ghana. Les points de la page sportive avec Ibrahim Souri Traoré. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali ont joué hier soir au stade 26 mars contre les Black Stars du Ghana. Ce match est la 3e sortie des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Au terme d'une rencontre dominée en grande partie par les visiteurs, le match s'est soldé par la défaite des nôtres 1-2 face à une équipe ghanéenne dynamique et dévouée qui a su revenir au score avant de prendre les devants. Après le match d'hier soir, l'équipe nationale se place désormais à la 3e place du groupe I. Les Ghanéens, quant à eux, récupèrent la 2e place. Ce mercredi, dans le groupe où loge notre pays, la 3e journée avait démarré par la victoire de la République centrafricaine contre le Tchad 1-0. Le dernier match du groupe opposera aujourd'hui à 16h Madagascar aux îles Comores. Le classement avant la 4e journée qui se jouera les 10 et 11 juin prochains, ainsi que le match à Madagascar-Comores cet après-midi, se présente comme suit. Les îles Comores occupent la première place du groupe avec 6 points en 2 journées. Les Ghanéens sont 2e avec 6 points en 3 journées, suivi du Mali 4 points 3 journées, de la République centrafricaine 4 points 3 journées qui occupe la 4e place. Les Malgaches se positionnent en 5e place avec 3 points en 2 sorties et les Tchadiens sont 6e avec 0 points après 3 matchs disputés. Le 11 juin prochain, les Aigles seront en déplacement en Afrique du Sud au compte de la 4e journée face à Madagascar. Les Malgaches recevront les Aigles du Mali en raison du stade non homologué dans leur pays. Pour cette 4e sortie prévue ce 11 juin, les Aigles n'ont nullement droit à une quelconque erreur au risque de perdre toute chance d'une qualification possible pour la prochaine Coupe du Monde de football. Parlons à présent de basketball. La 13e journée de la première division du championnat national commence demain au Palais des Sports Salamatou Maïga avec 4 rencontres. Chez les hommes, l'Atar Club jouera contre Sigidekaï à 14h. À 16h, Calaban Sport Club en dames jouera contre le centre Bintou Dambélé. Juste après, les hommes et les dames de l'AS Police se mesureront aux hommes et aux dames du Stade malien de Bamako, respectivement à 18h et à 20h. Suite et fin de cette 13e journée, dimanche 9 juin, avec également 4 autres rencontres. Félicitations donc à nos aigles qui n'ont pas aussi démérité. Vivement la prochaine sortie. – 12h19, clin d'œil à la météo. Actuellement, le thermomètre affiché sur Bamako est environ 39 degrés Celsius. La maximale attendue est de 41 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h56.
Point final donc à cette édition présentée par Aïssata Dit Koumbakani. La mise en onde a été assurée par Malik Kansaï. Réalisation Mariam Konaté, mise en ligne Ségou Traoré, coordination Salimata Daou et Amnata Konaté. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Vivez les meilleurs moments de